Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode Sans tabou de Lady. Je vous remercie de nous avoir rejoints. J'ai à mes côtés Chloé. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, notre sujet c'est la stérilité et l'infertilité. Donc qui est un sujet qui est assez tabou dans notre communauté, mais pas seulement, parce que ça concerne beaucoup de gens, tout le monde je dirais. Et avant d'introduire le sujet, je vais laisser Chloé se présenter. Coucou, donc je m'appelle Chloé, je suis maman de 2 petites princesses de 2 ans et 1 an. Je suis camerounaise d'origine et j'ai épousé un haïtien. Donc j'ai, on va dire aujourd'hui, une culture. Chez moi, c'est le compas et le bikoutsi. Voilà. Merci Chloé. Alors Chloé, qui est avec nous aujourd'hui, va nous parler de la stérilité et de l'infertilité. Parfois, on a tendance en tout cas, à associer ces deux termes. Mais je pense que c'est important aussi de savoir quelle est la différence entre ces termes-là. Je te laisse, Chloé, nous en parler un petit peu. Donc, alors, je ne suis pas médecin, mais de l'expérience que j'ai, en tout cas, je suis capable aujourd'hui de parler du sujet en sachant ce que je dis. On considère qu'un couple est stérile dès lors que, cliniquement, il est avéré qu'ils ne peuvent pas faire d'enfant. Et on parle d'infertilité dès lors qu'un couple a essayé de faire un enfant au-delà de 2 ans, sachant qu'il n'y a pas de raison clinique pour qu'il n'y arrive pas, et qu'après 2 ans, il n'y a toujours pas de grossesse. Donc c'est de là qu'on parle d'infertilité. Ce qui donc a été mon cas. Moi, j'ai été considérée comme infertile parce qu'avec mon mari, on a essayé, comme n'importe quel couple qui se marie, de faire un enfant. Et quand 1 an sont passés, 2 ans sont passés, et qu'on a commencé à se dire, bon, il y a peut-être un problème quand même, c'est là qu'on a constaté, et qu'on a été consulté, et on nous a dit qu'effectivement, on était infertile. Mais le problème étant que quand on te pose le diagnostic qui te dit tu es infertile, tu n'es pas en mesure d'expliquer le pourquoi, parce que techniquement, la tuyauterie fonctionne très bien. Mais dans la réalité, tu n'as pas d'enfant. Pourtant, tu essayes. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut. Et voilà. Parce que franchement, c'est bien de dire ça, parce que quand on fait, du moins j'ai fait quelques recherches aussi sur le sujet sur Internet, on n'a pas l'aspect où la personne n'a aucun problème. C'est vrai qu'on met souvent en avant les différents, entre guillemets, je ne vais pas dire pathologies, mais obstacles que peuvent rencontrer, je vais parler de la femme, parce que nous sommes 2 femmes aujourd'hui, notamment quand on va dire qu'une femme a peut-être de l'endométriose, par exemple, ou on parle de l'endométriose, des différents kystes, polykystiques, comme ça. SOPK. Voilà. On va parler, pour nous les femmes noires, des fibromes. Beaucoup. On va parler aussi des trompes qui sont bouchées. Et du coup, en fait, quand on fait des recherches, on ne met pas souvent en avant le fait que, en l'occurrence, la femme, vu qu'on en parle, n'a aucun problème en fait. Et pour beaucoup de couples en fait. C'est-à-dire que quand on sait que techniquement tout va bien, on se demande pourquoi en fait. Du coup, de par nos origines, tout de suite, on va chercher le mal ailleurs. On va forcément accuser quelqu'un. Il faut bien accuser quelqu'un parce que si tu sais que tu vas bien, tu sais que ton mari va bien, pourquoi ça marche pas? Tu commences à rechercher. Est-ce que ce serait pas l'oncle, la tante, le cousin, tu sais, quelqu'un un jour qui t'aimait pas ou qui aime pas tes parents? Ou est-ce que moi j'en suis arrivée à me demander quand j'étais plus jeune, j'ai pas fauté quelque part. J'en suis arrivée à me poser des questions sur ma foi, remettre en question ma foi, parce que je me suis dit mais je pense pas avoir mal agi, Seigneur, je sais pas à quel endroit, à quel moment j'ai fauté. Si j'ai fait quelque chose de mal, montre-moi alors où est-ce que j'ai mal agi pour que je puisse réparer. Parce que tu as tout mis en moi pour que ça marche en fait. Et tu as tout mis en moi pour que ça marche, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, pourquoi je me retrouve là aujourd'hui et puis pourquoi moi surtout? Parce que c'est le truc que tu te demandes, pourquoi moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Enfin, je veux dire, il y en a, et j'en arrive à me dire, mais il y en a, elles se lèvent, elles vont en soirée, elles boivent, elles oublient leur pilule, elles tombent enceintes et tout va bien. Moi j'essaie, je veux dire, j'ai même pas pris la pilule, je veux dire, j'ai fait attention, j'ai fait en sorte de pas abîmer mon corps, de pas faire n'importe quoi, j'ai pas avorté, enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on dit, oui, parce que tu as avorté avant, du coup tu galères. C'est pas mon cas. Donc concrètement, quoi?
Après, oui, c'est vrai que bon, quand j'étais plus jeune, je me suis rappelé que j'ai prié très fort au Seigneur après avoir fait la chose. La première fois, j'ai dit, c'est bien pitié que je sois comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est ma faute? Franchement, je suis arrivée à me dire, est-ce que parce que j'ai fait cette prière-là, ben, je me suis pas bloquée toute seule. Non, mais Thierry, mais c'est très vrai. J'ai dit à mes parents, bon, ben, alors, il faut que je vous avoue que le jour où je l'ai fait, et ben, j'ai prié Dieu que vraiment, je voulais surtout pas. Mais est-ce que c'est ça? Parce que donc en fait, c'est je te comprends. Tu passes par tout un tas de sentiments, tu te poses tout un tas de questions qui te rendent marteau. Ouais. Bah, j'imagine. Enfin, et en plus, comme on parlait tout à l'heure, ça va être ma prochaine question quand on parle du regard des gens. Et je viens de dire j'imagine. Mais en fait, c'est pas une expérience entre guillemets. Enfin, je suis une femme, je suis pas encore maman, mais on va dire que c'est pas la même expérience aussi. Donc du coup, parfois on essaie de comprendre, d'avoir un peu d'empathie, mais on n'est pas forcément disons que c'est difficile. Voilà, on peut être maladroit. Donc du coup, je te demande aussi de nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à ton environnement. Pendant cette que attente, tu essayais justement. Ce que j'appelle l'attente, parce que moi j'appelle cette période l'attente. Mon environnement, je sais pas. Environnement proche, on va dire parents, frères, sœurs, cousines proches, enfin, tout le monde a essayé d'avoir de l'empathie. À un moment donné, mes parents ne savaient même plus quoi me dire en fait. C'est-à-dire que quand des fois j'appelais en pleurant, mais pourquoi j'arrive pas? En fait, mes parents n'avaient plus les mots, tout simplement. Et les autres personnes qui ne savent pas forcément ce que tu traverses et se disent, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elle est mariée, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui en sont arrivés à me faire des blagues du style, mais ton mari s'est pas avisé ou quoi? Dis-lui d'aller au fond à gauche. Je sais pas, ce genre de phrases qu'on te dit, tu ris jaune, tu vois, parce que déjà ils savent pas ce que tu ris, tu ris jaune, mais c'est très perplexe quand même. Ou les gens qui te disent, mais en fait c'est parce que tu veux garder ton corps intact, ou alors mais qu'est-ce que vous attendez, mais tu te dis pas qu'il est l'heure, c'est bon, t'as l'âge, tu as quand même tout un tas de gens qui te disent un tas de choses. Et puis même ceux au final qui te comprennent, donc mon environnement proche qui comprend, à un moment donné ne sait plus quoi te dire. Je me rappelle quand je suis passée par la FIV, parce que je suis du coup passée par la FIV, je me rappelle quand j'ai fait ma première fausse couche, suite à la FIV, j'attendais des jumeaux et ça s'est arrêté. J'ai pesté contre Dieu, j'ai pesté contre le monde entier. J'étais comme une cinglée. Et ma mère qui me dit, ce jour-là, et elle a été très très maladroite de me dire, non mais chérie, au bout d'un moment, arrête de pleurer, ça va, c'est bon. Donc, pourtant, ma mère qui comprend, ma mère qui est censée savoir ce que je vis, à un moment donné, en fait, elle ne sait plus quoi me dire parce que pour elle, ma mère était, on va dire, à un moment donné agacée parce qu'elle ne comprenait pas mon impatience, mais surtout elle me disait, de toute façon, tu seras maman. Pour elle, c'était juste une évidence. De toute façon, tu seras maman, donc si tu dois passer par là, c'est que Dieu a prévu que tu passes par là. Mais elle était à un niveau de son parcours spirituel qui n'était pas le même que le mien. Donc forcément, elle, sa certitude était claire, elle était ancrée, elle savait que quoi qu'il arrive, je serais maman. Et même si j'ai foi en Dieu, j'avais plus la foi à ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant parce que je n'ai à aucun moment douté de l'existence de Dieu. Mais j'ai douté de cette capacité-là. J'ai douté du fait que Dieu avait décidé pour moi que je serais maman. Parce qu'on a des exemples dans la vie de femmes qui n'ont pas d'enfants. C'était, je sais pas si je peux pas dire que Dieu avait décidé ça, mais il y a des femmes dans la vie qui n'avaient pas d'enfants. Pourtant, il le dit là, allez, multipliez-vous, mais qu'est-ce que j'en savais moi que ça n'était pas mon chemin en fait. Comment je pouvais, qui sur terre pouvait me dire que Dieu a décidé que j'aurais des enfants? Pas parce qu'il a dit allez, multipliez-vous. Dans la Bible, il y en a qui n'en avaient pas. Donc, comment pouvez-vous affirmer, vous qui êtes autour de moi et qui croyez, Dieu comme faire que je serais mère, que je serais mère? Il vous a envoyé un message. J'ai un groupe de prière, mes copines, je les appelle le Sisterhood. Et dans ce groupe-là, on parle de tout, de tous nos problèmes, tout ce qu'on traverse, nos joies, nos peines, etc. Et elle aussi, à un moment donné, elle ne savait plus quoi me dire et me disait, de toute façon, tu seras maman. Et je leur ai dit, vous savez, c'est simple, allez loin de moi tous les faux prophètes. Je ne veux plus entendre cette phrase. Mais du coup, dans ton groupe, est-ce qu'il y en avait qui partageaient la même expérience que toi ou pas vraiment, non. C'était vraiment une sorte de... Voilà, on se tenait la main. En fait, on est un groupe de prière parce que, moi, je ne fréquente plus les églises parce que j'ai du mal avec les autorités dans les églises, mais je prie chez moi et je prie avec ce groupe-là. Donc, on prie, on se réunit, on parle de la Bible, on échange ensemble, et c'est mon support système, vraiment. Et donc, chacune a des difficultés.
qui sont différentes en fait, et donc on a des batailles qui sont différentes. Et la puissance de Dieu, j'y reviens malheureusement, mais c'est que dans ce groupe-là, on a créé chacune les unes pour les autres. Et chacune a eu sa réalisation. Mais réellement, chacune a eu sa réalisation. Si je me retrouve il y a 3 ans, entre celles qui... Ah si, dans mon groupe, il ne faut pas que j'oublie quand même. Si, dans mon groupe, il y en avait une comme moi, exactement comme moi, qui a fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche, qui en était arrivée au stade où arrêtez juste de me parler de ça. Je veux dire, arrêtez de me dire, je vais être maman. Et on était prêts à se dire, au bout d'un moment, toutes celles-là, elles ne savent pas de quoi on parle. Parce que dans le groupe, il y en a beaucoup qui sont déjà mamans. Et on se disait, mais vous ne pouvez pas comprendre. Je sais que vous avez la peine, vous avez de la peine pour nous et vous compatissez pour nous, mais personne ne peut vivre dans sa chair ce que c'est tant qu'il ne l'a pas vécu. Tu peux comprendre, essayer de comprendre ce que ressent une femme qui veut un enfant désespérément, mais tu ne sais pas ce que ressent une femme qui veut un enfant désespérément. Une femme qui regarde son corps tous les jours et se dit tu me fais défaut. Une femme qui tous les mois prie pour ne pas avoir de sang dans sa culotte. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas savoir ça tant que tu n'as pas essayé ça. Tu ne peux pas, c'est impossible. Je ne souhaite ça à personne, vraiment, de dire non, mais attends, vis-le d'abord avant de le comprendre. Je ne veux pas que quelqu'un vive ça parce que c'est dur. Parce que c'est extrêmement dur. Et quand ça dure 7 ans. Plusieurs tentatives pour expliquer un petit peu le process. Tu as, entre guillemets, il y a la méthode naturelle que tu as essayée. J'ai bien essayé d'ailleurs. Je te laisse en parler. Du coup, je me suis mariée. Donc, c'est bien de préciser, hein, voilà. On ne fait pas seule. Je me suis mariée, quand même, ça c'est essentiel de se dire que par un bébé, il faut être 2. Hein, voilà. Donc, je me suis mariée et avec mon mari. Dès le départ, on savait qu'on voulait des enfants. Donc, pour nous, on n'a pas entendu vraiment d'être mariés pour que ça arrive. On s'est dit, on fait un enfant. Et il arrivera quand il arrivera. On a juste vécu notre vie comme on devait la vivre. Et donc, le mariage arrive, on se dit, bon, allez. Si Dieu ne validait pas avant, il va valider maintenant, c'est bon, tu vois, on fait les choses bien. Et la méthode naturelle, évidemment, comme tout le monde, il ne se passe rien. Justement, ça n'inquiète pas, on va dire encore. Hein. Les années passent, 1 an passe, et là je dis, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un problème. Mais le truc, c'est que l'année passe sans le moindre arrêt, c'est-à-dire le moindre retard, le moindre problème. Je suis réglée comme une horloge. 1 année entière passe. On se dit, mais j'ai pas pris la pilule. Enfin, c'est là où tu commences à te dire, qui m'en veut? Ou où est-ce que j'ai fauté? Est-ce que c'est parce que j'ai pris la pilule? Le truc, c'est que je l'ai même pas prise, moi, la pilule. Donc, je peux même pas me cacher derrière la pilule. Tu comprends? Je peux pas accuser la pilule, du moins. Alors, dans ce cas, je commence à dire à mon mari, vous, les Haïtiens, vous êtes tous des sorciers, là. Est-ce que, je sais pas, qui chez toi ne vous aime pas ou j'en sais rien. Enfin, bref, je délire, mais on en arrive vraiment à ça. Et puis après, je lui dis, mais il faut consulter parce que c'est pas normal. Après, ça se trouve, on essaie dans le vide, ça se trouve, t'as un problème, ça se trouve, j'ai un problème. En fait, on sait pas. Donc, on consulte, on fait une batterie d'examen du pas douloureux au douloureux, où au final, on vous dit, mais en fait, cliniquement, vous n'avez aucun problème. Donc, vous êtes juste infertile. C'est le jour où j'entends le mot infertile. Donc, on a dû te faire une batterie de tests. Batterie d'examen, et je te dis, du pas douloureux au douloureux. Voilà. En plus, voilà, j'ai pensé à l'endométriose. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu des règles douloureuses. Je me suis dit, peut-être que c'est ça. On sait que cette maladie-là prend beaucoup de place dans le corps humain et a des conséquences mais terribles. Donc, moi, non, c'était juste de la douleur parce que c'est comme ça, j'ai mal, et puis voilà, j'ai pas d'endométriose. J'ai pas de fibrome, j'ai pas d'ovaire polykystique, j'ai pas en fait, j'ai rien. J'ai même pas une trompe bouchée, j'ai même pas l'utérus qui a un problème. Enfin, j'ai rien, quoi, concrètement. Mon mari, alors, on ne parle même pas. Je me rappelle le jour où il fait son spermogramme, de la dame de nous dire dis donc, quelle mobilité, hein, oh là là. Je suis comme super. Très contente. En attendant, je n'ai toujours pas le résultat de ce que je demande, donc voilà. Et le gynécologue nous pose le diagnostic, il nous dit vous êtes infertile. Donc il nous explique ce que c'est qu'être infertile parce que c'était important pour lui de nous expliquer et de nous dire on n'est pas stérile, on est infertile parce que techniquement il n'y a rien qui nous empêche de faire un enfant. Et le jour où il nous pose le diagnostic, il nous dit écoutez, c'est simple, ça fait déjà 2 ans que vous essayez sans passer par la médecine. Voilà. On ne va pas passer par le. Parce que quand on arrive dans un parcours de procréation médicalement assistée, la PMA, les couples commencent par. Les couples commencent par insémination artificielle. C'est la première technique. Ensuite, on passe à la FIV. Et voilà. Donc, sauf que moi, ça faisait 2 ans, ils ont dit non, mais en fait, on va directement à la FIV parce que voilà, vous avez déjà essayé et c'est comme ça.
on a commencé donc le protocole. Il faut dire que c'est un protocole qui est long, qui est difficile, qui est lourd. C'est lourd, c'est très très lourd. Et si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui veulent passer par là, c'est mettez votre couple à l'épreuve d'abord. Parce que ça secoue. Ça secoue parce que vous devez vous faire des piqûres. C'est la femme qui prend tout en fait. Le mari, quand il n'a pas de problème, en tout cas, dans notre cas, c'est moi qui prends tout. C'est-à-dire que c'est chez moi qu'ils doivent induire une ovulation, induire une production d'ovocytes. Et c'est difficile parce que c'est des hormones qu'on vous injecte dans le corps. Imaginez-vous avoir vos règles tout le temps. C'est pas vos règles en fait, le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire la phase où tu es pas content, énervé, t'as faim, t'es pas bien, t'as chaud, t'as froid, tu sais, etc. C'est tout le temps parce que tu t'injectes tout le temps des hormones pour produire, que ton corps produise plus que ce qu'il est censé produire. Donc tu es plus sensible que... Ouais, beaucoup plus. Mais vraiment, tu es à fleur de peau, tu es beaucoup plus fragile. Et sachant que la situation est déjà difficile, un rien peut te faire craquer en fait. Un rien vous fait péter, mais réellement. Si votre couple n'est pas solide, en tout cas avant de vous lancer là-dedans, ça peut vraiment casser. Ça casse des couples. Ça casse vraiment des couples. Moi, j'en suis arrivée à dire des choses terribles. Mais mon mari me regardait juste. J'entends que tu as fini de t'énerver, tu es au courant, et puis ça va passer. Tu dis là, chérie, tu veux un verre de vin? Ça va aller, t'inquiète pas. En fait, mon mari a été. Je sais pas, je salue ce type, parce que. Déjà, à la base, je suis pas quelqu'un de simple, mais là, c'était décuplé. Et il est d'une patience, mais sans faille. Je pense que c'est pour ça que mes parents lui vouent une innovation incroyable, parce que pour eux, sachant que, s'il n'y a pas de problème, il aurait très bien pu partir, en fait. Je veux dire, il aurait très bien pu se dire, ça marche peut-être pas avec elle, peut-être qu'on n'est juste pas compatible. Salut! Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qu'il retient là? C'est que l'amour, tu vois ce que je veux dire? Il aurait très bien pu se dire, si je veux vraiment une descendance, tout ça, blablabla, je me bats en fait. Je veux dire, il sait peut-être que moi, il n'a aucun problème. On sait très bien comment ça se passe, ce genre d'histoire. Il essaie d'un jour, comme ça, en passant, d'aller voir un petit peu ailleurs, et c'est là que boum! C'est bien que tu dises. Ça se passe. C'est très bien que tu le dises, parce que j'ai eu une conversation avec un ami. Je ne donnerai pas son prénom, mais il va se reconnaître. Et il m'appelle, il me dit, dis-moi, si demain tu te maries et que tu ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que tu permets à ton mari d'aller faire un enfant d'un dingue? Je le regarde, je dis, mais en fait, il me dit oui, mais c'est normal, il faudrait laisser l'homme aller faire son enfant si toi tu peux pas en avoir. Moi, je lui ai dit à mon mari. Exactement. Et du coup, je peux comprendre, mais c'est bien que toi tu en parles quand tu parles de ton mari, parce que du coup, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais tu es célibataire, entre guillemets célibataire, parce que tu n'es pas marié. Tu n'as pas encore vécu cette expérience. Donc, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. De deux, quand tu vis au quotidien avec quelqu'un, je suis désolée, tu vois quelqu'un souffrir. Et tu as deux options. Soit tu as de l'empathie pour la personne, soit tu n'as pas d'empathie et tu te bats. Et pour avoir de l'empathie vraiment pour la personne, je lui ai dit, tu ne peux pas vouloir dire que je vais faire un enfant demain et t'asseoir regarder quelqu'un qui sait qu'elle n'aura jamais d'enfant. Donc je lui disais, je pense, et je l'ai un peu éduqué sur le sujet en lui disant, si naturellement tu ne peux pas en avoir, enfin du moins vous ne pouvez pas en avoir, il y a des méthodes médicales comme celles que tu as abordées qui peuvent justement aider à en avoir. Alors si la limite la femme ne peut pas en avoir, peut-être pas en France, mais il y a des mères porteuses. Il y a des dons d'ovocytes. Il y a des dons d'ovocytes. L'enfant sera l'enfant du père, pas forcément l'enfant de la mère. Donc, mais au moins le fait que l'enfant, même si c'est pas son ovocyte, la femme puisse mettre l'enfant au monde, au moins elle aura vécu l'expérience de l'enfant. Moi, je pense que c'est l'expérience, vu qu'on en parle, que je me dis que nous toutes les femmes entre guillemets, ont envie d'avoir. Je le pense en tout cas. Parce que je me dis, la douleur qu'une femme peut ressentir en se disant je ne peux pas avoir d'enfant, c'est plus de se dire je ne vais pas le mettre au monde, je ne vais pas porter un enfant dans mon ventre, je vais pas... Et du coup, je lui en ai un peu parlé, et franchement, c'est bien que tu... Non, sérieusement, moi j'ai dit à mon mari à un moment donné, je sais que c'est important pour toi, tu es le seul fils de ton père, tu as un nom à faire perdurer, blabla, tous ces trucs qu'on dit là, fais-le, fais-le. Mais s'il pouvait m'étrangler ce jour-là, il l'aurait fait. Il me dit, mais en fait, il n'a pas compris que j'ose lui dire une chose pareille. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'est vraiment venu naturellement de lui dire, chérie, honnêtement, je t'aime assez pour vouloir que tu aies un enfant. Je sais à quel point c'est important parce que je le veux, mais ardemment.
Et comme mon mari, c'est pas quelqu'un qui s'exprime vraiment beaucoup, c'est pas quelqu'un qui divulgue ce qu'il ressent facilement en fait. Tu peux constater sur son visage les émotions, mais c'est pas quelqu'un qui va se dévoiler. Et donc, je me suis dit au pire, s'il n'arrive pas à exprimer ça parce qu'il ne veut pas me frustrer ou me faire de la peine, c'est à moi de lui dire, vas-y, gars, vas-y en fait. Et lui, il m'a dit non, jamais en fait. Il m'a dit jamais. On aura des enfants. En fait, il m'a dit, j'ai pas de doute là-dessus, c'est dur là d'attendre. Je sais que pour toi, c'est encore plus dur. Mais on aura des enfants en fait. C'est juste qu'il faut que tu tiennes bon. Et j'en pouvais plus tenir bon. Je pouvais plus tenir. J'avais plus la force. J'avais plus la force. Je dis, j'étais tellement au bout du bout. En fait, je pensais que j'étais arrivée au bout du bout. En fait, je suis tellement arrivée au bout du bout que je dis à un moment donné, j'arrête. J'arrête de chercher. J'arrête. Alors adopter. Parce que je voulais être maman. Mais je voulais surtout être maman. Pas quatre. Tu sais, au début, je voulais mettre mon enfant, je voulais porter l'enfant dans mon ventre, c'était une obsession. Mais quand j'ai fini par me dire, peut-être que je ne porterai pas l'enfant dans mon ventre, mais je veux être la maman de quelqu'un. Je veux donner tout ce que j'ai là en moi à quelqu'un. Donc même si mon mari, je lui ai donné tout ce que j'avais, j'estimais que j'étais arrivée à un stade où ça ne suffisait plus. Je voulais donner à quelqu'un. Et je me suis dit, mais tu as bien fait les choses parce qu'en fait, on évolue dans notre vie. Chaque étape est importante. Vraiment, chaque étape de notre cheminement est importante. L'enfance est importante, l'adolescence est importante, le début de la vie adulte, parce que on passe par des phases différentes et que le corps accepte très bien. Mais vient le moment où, et je pense que toutes les femmes le vivent, mais même s'il y en a aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons diverses et variées, vient le moment où une femme doit avoir un enfant et c'est son corps qui l'appelle en fait. Je sais pas, tu n'as plus, c'est plus ta tête en fait, ton corps t'appelle, ton corps, je sais pas comment. C'est les hormones, je pense. Oui. Ton corps, il sait que ça c'est maintenant en fait, tu fais ce que tu veux, c'est maintenant. Là, madame, je suis fatiguée d'être vide. Allez, au travail. Et c'est ça. Et j'avais pour me raisonner, de me dire, c'est bon, c'est pas obligé en fait, mais non. Le corps c'était, je sais pas comment, c'est comme marcher avec ça sur les épaules. J'étais pas la même personne. Même si je pensais vraiment que j'étais heureuse. En fait, je pensais vraiment que j'étais heureuse. Je pensais qu'au-delà du fait de vouloir un enfant, je savais que j'étais pas heureuse de ne pas avoir d'enfant, mais je n'étais pas consciente d'être complètement dépressive en fait. J'étais pas consciente de ça. Et quand mes parents me disaient, mais ta joie de vivre, tu l'as perdue. Je disais, non, j'ai juste grandi, c'est juste la vie quotidienne, je suis absorbée par tout ce que je fais. Ma mère me disait, mais non, t'es plus la même personne en fait, t'as changé. Mais j'avais pas conscience d'avoir changé. Le jour où j'ai été enceinte, le jour où j'ai été enceinte, je sais pas. En fait, tu as été jusqu'à terme. Oui. Parce que tu avais été enceinte aussi. J'ai été enceinte 7 fois. Ça, je savais pas. 7 fois, comptant mes 2 grossesses là. Mes 2 bébés qui sont nés. J'ai été enceinte 7 fois. J'ai été enceinte et en fait, on parle du deuil périnatal parce qu'une femme est enceinte, est consciente d'être enceinte et la grossesse s'arrête ou elle accouche et l'enfant décède. Mais on parle très peu du fait qu'une femme qui a été enceinte, sa grossesse est achevée, mais elle avait déjà la germaine. Et c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Il ne faut pas dire aux femmes parce que leur grossesse faisait 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, n'était pas très gros, n'était pas très avancé, que ça n'a pas existé. Au-delà même de l'espoir, tu sais que dans ton corps, en fait, il y a quelqu'un. Il est tout petit, microscopique, à la taille de petits pois, tout ce que tu veux. Mais une femme porte la vie en elle, elle le sait, elle en a conscience. Tout en elle a changé. Ses seins ont changé, sa peau a changé, le battement de son cœur a changé, sa pression artérielle a changé, tout change. Et ça, c'est pas parce que ça fait 3 mois. C'est dès l'instant que tu es enceinte, ça change. Donc dès l'instant que tu es enceinte, la vie est en toi. Donc une femme qui perd une grossesse, on ne doit pas la minimiser. On ne doit pas ignorer le fait que, quelle que soit la durée que cette grossesse a fait, ça fait mal. Et rien que reparler de ça, je te jure, c'est plus fort que moi. Pourtant, pardon, j'ai pas reculé depuis très longtemps. En fait, depuis que... En tout cas, ma fille Depuis que j'ai eu ma fille, la grossesse de ma fille, j'ai dit à Dieu que je ne pleurerai plus. Que c'était fini en fait. Avant ça, je lui ai dit, j'arrête.
c'est bon, j'ai assez souffert. Je pense que j'ai assez donné. 5 fois, c'est beaucoup. 5 fois où j'ai entendu des cœurs battre, c'est beaucoup. Donc j'arrête en fait, je pleure plus. Donc si tu estimes que je dois pas être maman, eh ben je serai pas maman comme ça. Je serai maman autrement. Donc on a commencé à entamer les démarches même pour adopter. Je veux dire que on est allé loin quand même. J'avais abandonné. J'avais dit c'est bon. C'est pas grave en fait, en soi ça arrive, je veux dire. Mais juste je peux plus souffrir en fait. Je peux plus faire pipi sur un test. C'est fini, je peux plus faire ça. Je supporte plus. Donc j'avais dit pleurer plus. Jusqu'au jour où j'étais enceinte et je peux te dire que j'ai pas pleuré. J'ai accouché, je n'ai même pas pleuré. Je m'attendais à verser toutes les larmes de mon corps le jour où je verrai mon enfant vivant en fait. C'est ça. Le jour où je verrai mon enfant vivant et que j'accoucherai, que je toucherai mon enfant, j'étais sûre que j'allais pleurer comme une madeleine. J'ai déjà vu que je pleurais plus et honnêtement, je me suis même pas forcée à pas pleurer. Quand je l'ai regardé, j'ai fait mon mari, ça y est, on l'a fait. C'est la première fois que j'ai dit à mon mari quand je l'ai porté, j'ai soulevé mon enfant, j'ai dit, ça y est, on l'a fait. Elle est là, tu l'as vu, elle est là. Et je disais, touche. Mais on a filmé l'accouchement pour te dire, c'est un truc auquel on ne sait pas du tout faire, on ne sait pas du tout qu'on allait filmer ce moment-là. Non, du début à la fin, mon mari avait le téléphone en train de filmer la preuve. la preuve qu'on a fait ça. On a fait, elle est née. Puis la deuxième est arrivée, alors parce que pas du tout dans ton histoire. C'est qu'après avoir fait 2 ans, on n'attendait pas du tout. C'est dingue. Je tombe enceinte de mon bébé, elle naît, je dis ma vie, je vais au Cameroun, je m'en vais à tout le monde, je suis comme regardez la preuve, ça y est, j'ai accouché, j'ai un bébé. Et je rentre en France et je recommence ma vie et tout ça. Et puis je commence à me sentir mal. Je me sens mal, je me sens fatiguée alors que ma fille avait commencé à faire ses nuits, on avait trouvé notre rythme, on était bien. Je commence à me sentir mal et en fait, je commence à dire à mon mari, je pense que on a été trop heureux, il va nous arriver un bébé. C'est terrible, hein. Mais je ne sais pas si tu réalises le mécanisme de pensée de quelqu'un. Je me suis dit, non mais en fait, je crois que... Tu n'as pas le droit au bon. Ouais, en fait, voilà, là, en fait, là, quelque chose va se passer. Il me disait, mais pourquoi tu penses ça? Je dis, mais pourquoi tout d'un coup, je me sens mal? Je me suis imaginé des tas de maladies, je fais bon, ça se trouve j'ai un cancer, ça se trouve je sais pas, il y a un problème, voilà. J'ai vraiment, en fait, il me dit mais avant de commencer à penser ça, va consulter peut-être, tu te dis pas que c'est mieux? Et du coup j'ai été consultée et le médecin généraliste, il me dit vous êtes là pourquoi? Je dis je me sens mal, je suis pas bien, je dors mal, je suis pas bien, je me sens pas bien, je suis fatiguée tout le temps, je suis lourde, il y a un truc qui va pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et le médecin me dit mais c'était quand votre dernière règle? Eh ben, je me suis sentie con parce que je l'ai regardé, j'ai fait j'en sais rien. En fait. Il me dit, mais comment ça? Non, mais en fait, je lui ai dit, moi, je viens d'avoir un bébé. Le modèle de calculer pour moi, si j'ai eu un bébé, c'est un miracle. Ça se limite au miracle parce qu'il faut que je raconte l'histoire de la naissance, de la grossesse de ma fille. C'est pour moi, c'est déjà un miracle que j'ai eu ce bébé-là. À quel moment est-ce que je vais avoir un deuxième bébé? Je dis, monsieur, j'ai mis 7 ans à avoir un bébé, donc. J'en fais rien, de toute façon, je viens d'avoir un bébé, c'est pas possible. Il me dit, mais madame, vous savez pas qu'après avoir accouché, c'est là que vous êtes le plus fertile? Ouais, d'accord, mais bon, faites-moi d'abord un truc généraliste là. Je veux la panoplie complète. Il me dit, oui, mais avant ça, il faut faire un test de grossesse. Je dis, non, je vous dis que je veux un bilan de santé en fait. Arrêtez de me parler d'un truc qui n'existe pas. Je veux un bilan de santé. Le monsieur me soutient, me dit que ce qu'il me donne par l'ordonnance de bilan de santé tant que je ne fais pas un test de grossesse. Je dis, ok, bon, d'accord, on va le faire, un test de grossesse. Puis vous êtes temps. Il m'a fait une prise de sang. Je suis sortie de là, je suis allée directement faire la prise de sang. Et je suis rentrée chez moi. Donc le lendemain, je vais au travail normal et puis j'attends que je fais la prise de sang. Ouais, le lendemain, j'attends les résultats, donc je vais au travail. Et les résultats doivent sortir à 13h. Donc à 11h, je reçois le mail qui dit bah ça y est, j'ai les résultats. Donc je me connecte sur le site en mode elle a foutre. Je me connecte sur le site, je regarde. Quand tu es enceinte, en fait, ça se mesure le taux de bêta se mesure en unité UI, un truc comme ça. Et je me connecte et je vois marquer 16 000 UI. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le truc et je prends mon téléphone, je prends mon mari, je fais on a un problème. Et il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis on est enceinte. Il me dit non mais c'est pas possible. Je dis ah si on est enceinte depuis longtemps quand même. Hein. Il me dit mais non mais c'est. Il me dit mais comment? Je dis je sais pas mais le truc est devant moi en fait on est enceinte. Il me dit non mais chérie non. J'appelle le gynécologue, je suis gynécologue. Voilà, j'ai été faire un test de grossesse parce que le généraliste voulait faire un test de grossesse et il s'avère que je suis enceinte. Mon gynéco de dire pardon. J'ai dit oui, je suis enceinte. Il me dit non mais madame Tillus, vous allez me les faire combien vous allez me le faire comment? Combien de fois ça en fait? Parce que ma première grossesse, et je vais donc devoir revenir sur cette histoire, c'est que j'étais donc en processus de FIV. J'ai fait
plusieurs filles. Mes filles se passaient tellement bien en fait. Les filles, j'avais toujours des 17 embryons, 20 embryons, mais ça prenait pas. Ça devient une histoire dingue. Une fois, la fille numéro 3 avait 27 embryons. Le jour même de la ponction et de l'insémination du spermatozoïde dans les ovaires, dans les ovocytes, tout ça. Il y avait 27 embryons sortir de là et il voulait les faire pousser jusqu'à jour 5. En fait, quand tu le fais l'embryon le jour même, les céphalées les laissent pousser, c'est-à-dire avancer en journée, qui se développent plus, pour que ceux qui sont le plus résistants, ce soient ceux qui te soient implantés. Dans les 27 embryons, à jour 5, il n'y en avait plus 0. Ils étaient tous pétés, ils avaient tous lâché. J'ai commencé à imaginer qu'ils avaient vendu mes embryons, tout ce que tu veux. Enfin, tu peux comprendre ce genre de choses. J'étais le spécimen pour eux qui ne pouvaient pas échouer. Vu les résultats que j'avais avec les hormones, je ne pouvais pas échouer en FIV. Donc, les grossesses qui s'arrêtent, ça peut arriver, comme ils ont dit. Mais avec tous les résultats que j'avais, comment c'est possible que j'en sois arrivée à ne pas avoir de grossesse née de la FIV? C'était bizarre. Donc la dernière tentative que je dis à mon mari, on fait, c'est la dernière, je ne veux plus. Après ça, je ne sais plus. Donc je fais le processus normal, les hormones, le jour J, nanana, les rendez-vous. Dans la chronologie, j'ai rendez-vous le 9 février pour faire la ponction ovarienne pour la prochaine fille. Le 3 février, on fait un peu des galipettes qu'on ne sommes pas censés faire parce qu'on doit me prélever des ovocytes quelques jours plus tard, mais évidemment ça ne fait pas le jour gynéco parce que ça ne sert à rien, c'est pas une information capitale. Donc je vais à l'hôpital. Cette fille-là était particulière parce que je n'avais que 2 ovocytes alors que d'ordinaire j'en avais plein. Et donc je m'étais dit de toute façon elle va foirer, 2 ovocytes c'est quoi ce résultat pourri en fait. Donc on va le jour de la ponction et on me prélève. Donc quand on te prélève tes ovocytes, c'est sous anesthésie générale, tu remontes en chambre et ton mari descend pour aller faire son nombre de sperme. Sauf que quand je remonte dans ma chambre, je me réveille de mon anesthésie générale, mon mari est toujours dans la chambre, je comprends pas. Tu sais, t'es groggy, tu te dis bon, ça se trouve il a déjà été ou je sais pas quoi, je m'endors. Je me réveille 1 heure plus tard, il est toujours assis, je fais mais t'es parti? Il me dit non. On est venu te chercher? Non. Je commence à trembler, je dis et c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je panique parce que je me dis il y a un problème, c'est sûr, il y a un problème. J'appelle les infirmières. Est-ce que vous pouvez venir nous parler? Non, il faut attendre le médecin. On a attendu très longtemps. Quand finalement le médecin vient se pointer et tout pour me dire, en fait, on est désolé, mais c'était une ponction blanche. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire une ponction blanche? En fait, il n'y avait pas d'ovocytes à prélever. J'ai dit, c'est impossible. On m'a fait une échographie il y a quelques jours, donc 2 jours avant le jour de la ponction. Il y avait bien 2 ovocytes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Sachant que qu'est-ce qui ne va pas en fait? Je ne comprenais pas. En fait, j'ai débordé la crise de nerfs. Là, j'ai fait une crise de nerfs. Ce jour-là, j'ai fait une crise de nerfs. J'ai pété un plomb, j'ai pleuré, hurlé, crié, tout ce que tu veux. On m'a arrêté du coup, parce que j'étais au bord, j'étais en crise de nerfs. On m'a arrêté, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, pesté contre le monde entier. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on m'a dit, écoutez, on va faire un bilan. Après ça, il faut que vous vous calmiez, on laisse les jours passer. On attend votre prochain cycle naturel pour faire des examens pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que quand même, on a fait beaucoup d'essais, c'est pas normal que ça marche pas, on va faire d'autres examens différents. Je ne voyais pas ce qui pouvait être différent de tout ce qu'on avait déjà fait, etc. Et les semaines passent. En fait, j'ai pas mes règles, mais je ne sais pas que j'ai pas mes règles, je me rends pas compte. C'est pendant cette période de crise de nerfs chez moi que je dis à Dieu tout ce que je lui raconte. Là. Et je dis, de toute façon, maintenant, allez, foutu pour foutu, on s'en fout. Les semaines passent. En fait, je pense plus vraiment à ça, en fait, parce que moi, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Puis le cabinet du gynéco me dit, oui, vous avez fait vos examens? Je dis, ben non. Mais pourquoi vous ne les avez pas fait? Je dis, ben parce que j'ai pas mes règles. Et madame Chili, c'est pas normal. Je dis, mais c'est vous qui m'avez touché la dernière fois, c'est vous qui devriez savoir pourquoi est-ce que j'ai pas mes règles. Ah, mais écoutez, quand même, ça fait déjà plus d'1 mois, c'est pas normal. Mais tout va bien? Je dis, ben oui, tout va bien, je suis normale, je vais au travail, je vais bien. Ok, on se rappelle dans quelques jours ou quelques temps, on attend de voir ce qui se passe. Et les jours continuent de passer. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à aucun moment je me sens quoi que ce soit. Pourtant, quand tu es en recherche d'enfant légitime, tu scrutes ton corps, mais au millimètre près, c'est-à-dire que même le petit nouveau poil qui est sorti, tu vas sur Internet Forum, nouveau poil qui est sorti, est-ce que c'est un signe de grossesse? Non, mais je te dis, tu fais des trucs de dingue quand tu veux avoir un enfant. En fait, t'es obsédée. Le moindre truc. Pour une fois, tu étais toi obsédée. Ah non, écoute, je m'en foutais. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, je n'étais plus du tout dedans. Plus du tout. C'était ça, en fait. C'était ça. De lâcher prise que tout le monde te dit d'avoir, que tu es incapable d'avoir dans l'instant. En fait, un jour, tu l'as et puis, pour X ou Y raison, et puis un jour, paf. Donc, cette ponction blanche, il faut que je précise, c'est que quand on te fait une ponction, on envoie un tuyau dans tes ovaires, dans tes ovaires, des ovules.
jusque bref dans tes oreilles, et on aspire. Donc, si tu as une possible grossesse ce jour-là, et on l'aspire. Et donc, ils te disent, le jour de la conception, ils me disent, oui, il y avait un espèce de liquide dans votre utérus. C'est parce que d'ailleurs, on a aspiré, on a bien aspiré tout votre utérus et tout, on a bien tout fait bien, machin. On ne sait pas ce que c'était, mais bon, on a bien tout aspiré, au moins on est sûr qu'on a pris tout ce qui était dedans, on a tout, machin. Voilà. Ok. Je peux déjà ce que tu veux me dire. Ok. Quand on finit de te dire ça, bon, la crise, le nerf, tout ce que je t'ai déjà expliqué. Et quand les semaines passent, tu te dis, ils t'ont dit qu'ils avaient aspiré un liquide et tout, machin, peut-être que c'est à cause du fait que tu n'as pas tes règles, je sais pas, enfin, tu te dis tout un tas de choses. Mais cependant, je m'en fiche quand même. C'est-à-dire que je m'en fous en fait. Je vais au travail et puis en rentrant chez moi, je me déshabille alors que le matin je me suis lavée. Je veux dire que je me suis quand même lavée ce matin, donc je me suis forcément déshabillée à un moment donné, j'ai forcément touché mon corps. Je n'ai pas senti quoi que ce soit de particulier. Mais je me suis déshabillée ce jour-là et j'ai senti un truc particulier. C'était quoi? J'ai frôlé mes seins et ça m'a fait bizarre. C'était douloureux. Et je dis, c'est pas, je connais pas cette sensation. Il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas normal. J'appelle mon amie de combat. Elle s'appelle Guinée. J'appelle ma copine Guinée. C'est ma copine de combat. Et je lui dis qu'elle, il y a un truc bizarre. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a peut-être plus? Je lui dis, j'ai enlevé mon t-shirt, t'es mes seins, enfin, genre. Je comprends pas. Elle me dit, que tu peux faire un test de grossesse, s'il te plaît? Je lui dis, mais je crois que tu es bien malade, ta tête, ça va pas ou quoi? Je t'ai dit que je ne fais plus jamais de test de grossesse. Elle me dit, ouais, s'il te plaît, fais un test de grossesse. Je lui dis, je ne ferai pas. Tu peux pas faire un test. Tu sais comment ça se passe. Ce truc-là, c'est la phobie en fait maintenant. Je panique à l'idée de faire un tout petit test pipi de rien du tout. Hein. Je lui dis, tu sais comment je panique de faire ce genre de choses. Et elle me dit, non, mais s'il te plaît, fais-le. Donc, du coup, je me décide d'acheter. J'avais acheté 2 tests chez Action, ça coûte 75 centimes le test. Une bêtise. Hein. C'est-à-dire que tu te dis, c'est une babiole en fait. Donc, j'ai acheté des tests qui étaient prévus pour après la ponction. Donc, je dis, ok, bon, bah, écoute, je te rappelle. Je vais dans la salle de bain, je fais le premier test. Tu sais, normalement, quand tu fais un test, tu le ressors, tu dois attendre, en fait, 5 minutes, le temps que le résultat s'affiche. Sauf que moi, je l'ai à peine remonté, que j'avais déjà les 2 barres, je l'ai posé. Donc, quand je vois les 2 barres, je les pose, je me lève, je vais m'asseoir dans mon salon et je reste comme ça, je regarde la télé. Et je regarde la télé. Et je dis, en fait, tout c'est possible dans mon cerveau. Il y a quelque chose qui... Quand c'est le courant qui se coupe, tu sais, genre, je suis en mode, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi est-ce que toujours mon mécanisme de pensée était, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'était vraiment premier truc, quelque chose qui ne va pas. Donc j'attends, j'ai pu m'accoucher. Pendant qu'il est positif, hein, au revoir, je rapproche. Elle appelle, je ne réponds pas au téléphone. Et puis je lui ai écrit, je vais dormir. J'ai mis un film, j'ai attendu 2 heures. Je regarde le film sans regarder le film, j'ai regardé pendant 2 heures. Après, j'ai dit, bon, je vais refaire un test. Je refais un test, je le soulève, encore demain, je pose. J'ai dit, ok, plus tard. Après, je la rappelle, je dis, il est encore positif. Elle me dit, oh, tu es enceinte. Je dis, non, mais n'importe quoi. D'où je suis enceinte? Je ne suis pas enceinte, c'est impossible. Elle me dit, arrête de dire ça et tout. Je dis, écoute, c'est pas possible. Et puis, au-delà même du fait de me dire que je suis enceinte, j'arrête pas de me dire, ils m'ont fait une ponction, ils m'ont dit qu'ils ont tout aspiré, mais si ça se trouve, c'est peut-être juste des résidus, ça se trouve, ça va pas tenir, ça se trouve, il faut pas que je m'emballe pour un truc qui peut-être tiendra pas la route, parce qu'après ce qu'ils ont fait dans mon corps, comment je dois se tenir à l'intérieur de mon corps, en fait? C'est pas possible, c'est pas possible. Elle me dit, Craig, là où Dieu dit qu'il va faire sa chose, il fait sa chose. Tout le reste là, ça n'a aucune importance. Même si le terrain est aride, comme si Dieu dit que l'eau va sortir ici, l'eau va sortir ici, c'est ce qui va se passer qui sera. Elle me dit, appelle ton mari, demande-lui un test d'équilibre. Je dis, hors des questions, je ne fais pas de test d'équilibre. Action, là, ça fait aucun sens. Clio Blue. Ah oui! C'est qui est écrit enceinte de tant. Je dis que 0, je ne fais pas ça. J'ai fait action, si ça vaut ce que ça vaut, c'est son problème. Elle me dit, s'il te plaît, et tout. Donc, du coup, j'ai à mon mari, est-ce que tu peux acheter un test de grossesse? Il me fait, non, mais chérie, vas-y, tu vas venir. Non, mais écoute. Parce qu'il sait très bien, là. Il me dit, non, mais s'il te plaît, non. On était bien là, t'étais dans une bonne dynamique. Je dis, non, mais franchement, s'il te plaît, fais un test de grossesse sans lui expliquer ce qui s'est passé avant. Il me dit, ouais, ok, d'accord, je vais l'acheter. Donc, du coup, enfin, le temps passe, il l'achète. Entre-temps, encore fait 2 autres tests qui étaient toujours positifs, hein, ceci dit. Et je me dis, ok, 1 faux positif, ça peut arriver. 2 faux positifs, pourquoi pas. 4 faux positifs, non, il y a quand même, c'est pas possible. Du coup, mon mari rentre, il me donne le test. Premier truc que je fais, c'est je lui balance les tests dans les mains. Il me fait, c'est quoi? Je lui dis, tu peux me donner le test? Je vais dans les toilettes, je fais le test, j'attends, je reviens, je lui fais, regarde, ça dépassait plus de 3 semaines. Il me dit, mais en fait, comment c'est possible? Je lui dis, j'en sais rien.
on appelle notre gynéco. Je dis, voilà, je suis enceinte apparemment d'après. Les gynécos qui me disent, mais vous avez eu vos règles? Ben non. Mais comment alors? Je dis, ben je sais pas. Il me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, on est d'accord, ce n'est pas possible. Vous pouvez venir me voir demain? Je vais venir vous voir demain. Entre-temps, je vous envoie d'abord une ordonnance. Hein. Vous allez faire un test pipi, un test sanguin le matin, et on se voit l'après-midi. Et donc, je fais le test sanguin le matin. J'étais à 4000, je sais pas combien d'unités. J'avais jamais atteint un chiffre pareil. Lu, en fait. C'est-à-dire que toutes mes autres grossesses, je les ai su très tôt. Celle-là, je l'ai su tard. J'avais jamais lu un chiffre comme ça. Quand c'est vraiment... Voilà, c'est-à-dire que c'était déjà installé bien tout ce que tu veux. C'était évident, tu ne pouvais pas te tromper. Donc quand j'appelle le gynéco pour lui dire le chiffre, il me dit mais non, en fait, je ne comprends pas. C'est pas possible. Mon gynéco, hein, scientifique, hein, il me dit c'est pas possible. Je lui dis ben, apparemment si. Il me dit vous pouvez venir là. Je dis bon bah tu peux quitter le travail. Bon, il me dit oui. On a quitté le travail, on allait chez le gynéco et on a entendu un cœur qui battait. Je ne sais pas si tu réalises hein, le chemin entre le moment où tu sais que tu as fait une ponction et le moment qui est pourri, qui est foiré, que qu'on t'a dit que c'était pas possible parce qu'on a aspiré quand c'est comme un roller coaster d'émotions en fait. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et là commence la vraie bataille. Parce que tu penses qu'après ça n'a plus d'importance. C'est la vraie bataille, c'est c'est conserver ce bébé de te dire est-ce que je vais arriver à terme? Cette grossesse a été un cauchemar pour moi. Au lieu de vivre le moment, de te dire je suis heureuse, je suis enceinte, je suis heureuse, je suis enceinte, c'est tous les matins de regarder ma culotte, tous les matins de regarder ma culotte, jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire que, et contrairement à ce que beaucoup de femmes te disent, c'est la joie de sentir ton bébé bouger dans ton ventre, tu sais qu'il est là, qu'il va bien. Pour moi, ça a été un enfer sur Terre. Parce que dès l'instant où elle bouge et qu'après elle arrête de bouger pendant 1 heure, je vais aux urgences. J'ai passé ma vie aux urgences. Et dans le cabinet de mon gynécologue, à faire des échographies en veux-tu en voilà. Au bout d'un moment, il me facturait plus parce que dès que je téléphonais, oui, madame Thielus, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Non, je vous jure qu'il y a un problème, je vous jure que... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était horrible. Réellement, c'était horrible. J'aurais aimé avoir une grossesse parfaite, toujours en mode je suis juste heureuse, je suis enceinte, c'est trop bien, je vais avoir un bébé. Non, à aucun moment je n'ai vécu ça. À aucun moment je n'ai vécu ça. La liesse de dire je suis enceinte, j'ai caché ma grossesse pendant 7 mois. J'ai perdu beaucoup d'amis, enfin, amis, c'était des amis. J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi pendant cette grossesse. Parce que les gens n'ont pas pu comprendre ce que c'était pour moi. Et si ces gens écoutent ce podcast demain, j'espère qu'ils comprendront ce que c'était pour moi. J'étais incapable de dire je suis enceinte. Incapable de dire à quelqu'un, en fait, si tu ne m'as pas vu, si tu ne m'as pas vu avec tes yeux, tu as vu que mon ventre était rond et que j'ai grossi, je ne vais pas te dire que je suis enceinte. Je ne dirai pas. J'ai dit à mes parents. À ma mère, je lui ai dit après, pour mettre mon père, je lui ai dit à 6 mois. Donc si je dis à mes propres parents, vous autres, c'est pas que je vous aime pas. C'est qu'il faut comprendre que moi, là, je ne peux pas dire, je n'ai pas dit que vous êtes sorcier, je n'ai pas dit que vous allez me faire du mal ou quoi que ce soit, mais si moi, je ne suis pas capable de verbaliser, il faut comprendre que je ne peux pas verbaliser. Et c'est ce qui m'a fait de la peine, c'est que les gens se sont sentis trahis par ça, du fait que je n'ai pas voulu le dire. C'est pas que je n'ai pas voulu le dire, c'est que je ne pouvais pas le dire. C'est qu'avant ça, j'ai toujours dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc à un moment donné, tu te mets un mécanisme de défense et tu te dis, ben, je ne vais pas le dire. En fait, tu te donnes tous les moyens possibles et imaginables en te disant que si je fais ça, je vais arriver à terme. En fait, c'est tout con. Hein. C'est un choix que tu fais tellement naturellement. Je n'ai pas souffert de ne pas le dire. Ça ne m'a pas fait mal de ne pas le dire. Et c'est ça que je veux que les gens sachent et que je n'ai pas fait ça en me disant, ça ne m'a pas torturée. Je n'ai pas pensé à eux en fait. Je pensais à personne d'autre à part mon ventre. C'était tout ce qui comptait pour moi. Ça offusque qui, d'ailleurs ça vous offusque. Sur le coup, ça offusquait, même ça ne me faisait ni chaud ni froid. Tout ce que je voulais, c'était arriver à terme de ma grossesse. Et comme mon enfant est né, c'est là que j'ai dit, bon, maintenant, ceux qui veulent parler avec moi, je vais leur parler, leur expliquer pourquoi j'étais comme ça. Mais si, avant ça, si vous ne pouvez pas comprendre après ça pourquoi j'étais comme ça, that's life. Mais je ne pouvais pas. J'ai vécu une grossesse infernale. En dehors de tous les maux de la grossesse, c'était infernal. Au moindre petit truc, mais moi, les gens, ils me connaissaient déjà, c'est-à-dire que dès que j'appelais maison de naissance,
C'est ma petite Luce. Oui, madame. J'arrivais aux urgences, on me faisait passer en dernier de tout le monde, en fait. Parce qu'ils savaient que je venais juste emmerder mon nom parce que j'avais fait pour rien du tout. Pourtant, j'arrivais en premier aux urgences, mais tous ceux qui passaient avant moi, vous, allez dans la salle. J'étais là. Mais j'attends. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas avoir d'importance, blablabla. Bref, ça a été dur. Ça a été dur. Et j'avais dit à Dieu, vraiment, Seigneur, merci pour mon cadeau. Mais si je dois être à nouveau enceinte un jour, je veux être en paix. Et la deuxième, on le sait. Alors là, vraiment, j'étais tellement zen. J'oubliais même mes rendez-vous médicaux. Je prenais pas mes vitamines. Je mangeais des sushis, du poisson, des fromages, une pâte molle, tout ce que tu dois pas manger. En fait, j'étais tellement zen, mais c'est le jour et la nuit. Je voulais juste pouvoir vivre une fois ça, une grossesse normale, où je suis juste contente en fait. Je fais des photos de mon ventre, je profite, je fais des vidéos, je fais la débilos, je faisais des vidéos de danse toute seule dans ma maison. Alors que ma première, même marcher, c'était chaud. Je flippais de marcher. J'habitais au 4e sous l'ascenseur en plus, dis-toi, quand j'étais enceinte de ma première. Donc, dès que tu me dis seulement que je ne pars pas. Et à un moment donné, je me suis aussi forcée à marcher parce que je me disais, à l'accouchement, on te dit que oui, ta ça va être dur, il faut que tu montes. Donc, je descendais mes escaliers, je marchais autour de mon pâté de maison, je remontais mes escaliers. C'était ce que je faisais. C'était tout. Je savais même pas que quelqu'un me croise, que je fasse même du mal à quelqu'un qui me dise une mauvaise parole. J'avais tellement peur. Et j'ai guéri de tout ça grâce à ma deuxième grossesse. Complètement. Non, franchement, je suis contente déjà que tu en parles. Et vraiment sur tous les aspects. Parce que forcément, je pense que je sais que j'ai des copines aussi qui n'ont pas la même expérience que toi, mais qui ont d'autres problèmes et il y en a une qui a pu avoir son enfant, il y en a une qui est encore en recherche, en attente. Et c'est quelque chose de douloureux parce que même moi qui suis son amie, je ne peux pas comprendre. Enfin, je suis une femme. D'accord, mais on n'est pas encore au même stade. Et même si tu tends la main, comme tu l'as dit, tu peux perdre des amis. C'est pas évident de se mettre à la place de la personne, ou quand la personne à un moment se ferme. Si tu l'appelles, elle décroche pas. Si tu vas la voir, soit elle te dit qu'elle est occupée ou machin. Chose qu'elle ne ferait pas naturellement avant d'être dans cette période-là. Et du coup, je suis vraiment contente que tu en parles. Et j'espère que ton expérience pourra inspirer beaucoup de femmes plus jeunes, plus âgées. Moi, ça m'inspire parce que je n'ai pas encore eu d'enfant. Et je suis vraiment contente de t'entendre dire qu'un jour, je serai maman. Parce que forcément, je pense que c'est ce qu'on doit toutes se dire. Et je te remercie beaucoup. Je te remercie et je vais te demander de clôturer par exemple en disant, est-ce que tu as un message? Quel est le message que tu peux donner à toutes ces femmes qui te suivent actuellement? Si je dois dire une chose, c'est, je les appelle les sœurs dans l'attente, à toutes les sœurs dans l'attente. Il faut du courage, en fait. Quand on est dans l'attente, il faut du courage. Et il ne faut pas se fermer parce que les autres essayent. Les autres essayent réellement d'être proches de nous. Les autres essayent réellement de nous apporter ce qu'ils peuvent nous apporter. Il faut essayer de ne pas se fermer, même si c'est dur. Et surtout, il faut pleurer. En fait, il faut pleurer. Si tu veux pleurer devant ta soeur, ta copine, pleure. Mais pleure devant la bonne personne, c'est-à-dire des gens que tu sais qu'elle t'aime vraiment, en fait. Parce que en face de toi, il faut vraiment avoir de l'amour pour comprendre, pour essayer de porter le problème de la personne que tu aimes. Donc, à mes soeurs, dans l'attente, vraiment, sachez qu'il faut pleurer. Il n'y a pas de mal à pleurer. Il faut savoir accepter cette douleur parce que ça te donne une force incroyable. Et puis, il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'ai baissé les bras. Enfin, oui, j'ai baissé les bras. J'ai baissé les bras. Mais il ne faut pas baisser les bras en se disant que ça n'arrivera jamais. En fait, quelque part dans ta tête, même si tu baisses les bras, tu sais que tu ne baisses pas les bras. Je ne peux pas dire à mes soeurs dans l'attente de lâcher prise. Ça, ce n'est pas possible parce que je le sais. Ce n'est pas quelque chose que tu fais volontairement. C'est un événement va t'amener à lâcher prise. Mais je dirais de ne pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut surtout pas s'isoler. Parce qu'en fait, en s'enfermant, tu ne vas pas trouver la solution de toute façon. Mais tu vas te sentir tellement lourde et seule. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou. En fait, la finalité, tout le monde la connaît. C'est comme avant d'avoir le bac. On se dit, une fois que tu as le bac, tu te dis, oh, j'ai fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Qu'est-ce qui compte à la fin de la journée? On va tous aller travailler. On va tous s'asseoir derrière un bureau. Que tu l'as eu aujourd'hui, hier ou après-demain ou avant. À la fin de la journée, on est tous en train de bosser, en fait. Et bien, c'est pareil.
pendant que tu attends, chacun son tour. Tu vas être maman demain. Tu vas oublier le passage. Moi, honnêtement, je l'ai oublié physiquement. Bien sûr, dans ma tête, c'est toujours là. Là, je peux en parler aujourd'hui. Mais les larmes que tu as vues aujourd'hui, je ne m'y attendais même pas. Parce qu'en fait, tu oublies. Tu oublies, en fait. C'est même pas que tu te dis, je vais oublier, tu réfléchis à oublier. Non, tu vas oublier. Parce que d'abord, ça prend un temps mais considérable d'être maman de mini-humain. Et tu ne penseras plus à ça, en fait. Le jour où tu vas voir ton enfant, tu te dis même pas, j'ai tellement souffert pour l'avoir. Oui, quelque part. Mais quand tu es dedans, c'est fini en fait. Réellement, comme ils te disent, c'est le douleur de l'accouchement. Une fois que tu as accouché, tu as oublié que tu as galéré pendant 26 heures de travail. Oui, en fait, tu vas oublier. Tu ne seras pas là à te dire, un jour, oui, tu vas te regarder ton enfant qui peut-être va te faire un geste, ou va te toucher, ou va te caresser, ou va te faire un bisou, tu vas te dire, je t'ai tellement attendue. C'est ce que je dis à mes filles des fois. Je dis à ma fille, je t'ai tellement attendue. Et elle me regarde, elle me fait, mais je suis là. Et quand elle te dit ça, en fait, c'est tellement normal. C'est tellement normal. Oui, t'es là. Tu restes plus à te dire, tout ça, c'est passé. Ça va passer. Ça va passer. Non, en gros, il faut être patient. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'être patient. Je veux juste dire, ça va passer. C'est quelle nuit qui ne finit pas. Ça va passer. Mais c'est long. Et il faut être entouré. Il faut être bien entouré. Il faut choisir la bonne personne. Surtout. C'est la bonne personne. Parce que c'est pas, je ne crois pas vraiment à l'âme sœur en fait. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est la personne que tu as mis dans ta vie. Vous devez vous accorder parce que vous avez des points de concordance. Il faut la bonne personne. Parce que cette bonne personne-là va être ton roc, mais le plus grand roc, c'est ton compagnon quand tu décides de faire un enfant. Parce on choisit des mecs aujourd'hui. À l'époque, quand on était plus jeune, c'était oui, parce qu'il est beau, parce qu'il est musclé, parce que, gars, non. Il y a plus que ça. Il faut chercher vraiment plus que ça. Derrière tout ça, l'apparence, il a de l'argent, il n'a pas d'argent, il a ceci. Ça doit être un roc, il doit être solide. Et ensemble, vous serez solide. C'est très important. Et au-delà même de ton compagnon, parce qu'il peut faillir, tu dois avoir un support système fiable. Ta famille, tes amis. Choisis qui tu veux. Un support système. Et toi, tu parlais de ton fiable. Mon système de personnalité, mon support système. Je les ai insultés vraiment de toutes les façons possibles et imaginables, mais ça a été mon support système. Et pour ça, je vais leur remercier toute ma vie parce qu'elles ont prié avec moi, mais elles ont porté ça avec moi. Je ne sais même pas comment je peux te dire ça. Elles ont porté ça avec moi, mais réellement. Réellement. C'est-à-dire que il y a la phrase, on dit souvent genre, oui, je vais prier pour toi. On dit juste, je vais prier pour toi. Elles ont prié pour moi. Elles ont prié avec moi. Elles ont prié sans moi. Il faut avoir un support système fiable. Parce que quand tu lâches, tu sais, tu tombes et tu as la main qui est là qui dit tombe comme tu veux. Quand tu as fini, on s'en va. C'était ça. Franchement, c'est bien. Et c'est bien que tu en parles, mais aussi, on s'adresse aussi aux autres, des gens qui posent des questions. Moi, je trouve, j'en parle pour clôturer, c'est les gens maladroits en fait. Les gens qui ne savent pas qu'ils sont maladroits, mais je pense qu'il faut en parler, c'est que quand on a une femme, on se dit, ok, elle est dans la trentaine, arrêtez de poser des questions. Non, mais en fait, j'ai envie de leur dire, est-ce que tu as l'impression que quand je suis avec mon mari, je joue au billes? Arrêtez de poser les questions. Je vous rassure, en fait. Sérieux. Les couples savent ce qu'ils font. Je veux dire, si vous voyez un couple qui n'a pas d'enfant, au bout d'un certain temps, à moins qu'il soit extrêmement jeune, je pense que la finalité quand on se met avec quelqu'un, c'est de finir par avoir une famille. Peu importe la manière dont on passe pour avoir une famille, je pense que les couples veulent avoir une famille. Donc, s'il y a vraiment une chose à dire aux personnes qui se pensent drôles, mais qui sont le plus délicats possible, la ferme. Après, c'est pas forcément quand on est en couple ou quand on est pas en couple, parce que je trouve pour nous, entre guillemets, ça peut être aussi les hommes et les femmes, surtout quand on est dans la trentaine, c'est pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Mais de toute façon, c'est ton utérus, j'ai envie de dire. C'est ton utérus, c'est ton timing. Ça ne regarde que toi. Tu veux conserver ton corps, tu veux ta liberté, tu veux. Ça ne regarde que toi. Un enfant. Et si je devais revenir en arrière sur tout ce que j'ai déjà vécu, si je changerais quelque chose, je me dis que non, parce que j'aimais tellement dormir. J'aimais tellement dormir. Enfin, mon mari et moi, on pouvait dormir 13 heures d'affilée. Mais pourtant, on s'est vraiment bien trouvés. On était des gros dormeurs. Toute cette attente-là, tout ce temps passé à deux, ma mère, elle disait au début,
Si Dieu vous met dans la preuve, c'est parce que pour que vous sachiez qui est l'un et qui est l'autre, et que vous sachiez être ensemble. Et mes prières étaient à un moment donné de dire à Dieu, ça va, on se connaît déjà, c'est bon, envoie. On se connaît assez là, on a assez passé de temps ensemble, envoie. Et bien, je peux te dire que cette attente-là a été plus que nécessaire pour connaître l'un. On pense qu'on ne connaît jamais vraiment l'autre, mais je pense que je peux dire que je le connais parce que j'ai passé un temps incalculable aux yeux dans les yeux. Donc, après autant d'années ensemble, où on a pu vraiment tout explorer, parce que quand même, faire les examens qu'on fait pour avoir un enfant, c'est connaître l'intimité de l'autre anatomiquement. Je pense qu'on se connaît. Et ça nous a soudés réellement. Et on se connaît. Il faut ce qu'il faut, en fait. Mon moment n'était pas à l'époque. Mon moment était vraiment, quand elle est arrivée, elle. Et quand je la regarde, je me dis, bah, c'était elle, et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, on vous souhaite encore de faire des bébés, hein, des garçons. Maintenant que vous avez 2 filles. Je voudrais me reposer d'abord. Et après, on verra, parce que quand même, j'étais enceinte deux fois en 2 ans. Donc, 2 années d'affilée, j'étais enceinte. J'imagine un petit peu. Prière, tout est prière. Oui, là, par contre, quand on dit Dieu m'a remboursé. Mais là, c'est le repos, c'est le temps du repos. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et on vous souhaite à ceux, celles, je dirais, ou ceux aussi, qui traversent cette épreuve. Beaucoup de courage, comme a dit Chloé. Ça va aller. Chloé l'a très bien dit, ça va aller. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Moi-même, ça s'applique à moi-même aussi. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, comme est-ce que vous allez voir. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.